Merci le comité d'organisation de nous avoir invités. Et puis je laisse sur la slide le nom du professeur Nqabou qui a réalisé cette présentation et qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous à cause d'une urgence chirurgicale. Et donc j'espère pouvoir faire passer les messages auxquels il faisait allusion, puisque je découvre avec vous. Non, alors, l'intitulé, c'est comment lire un cholangiogramme, et vous voyez qu'en bas, c'est anatomie des voies biliaires. Alors pourquoi cela ? Parce que tout simplement, il faut réaliser un cholangiogramme ou une cholangiographie péropératoire afin de détecter donc des anomalies, afin d'éviter, et peut-être pas d'éviter, mais surtout de reconnaître une plaie quand on est devant la situation, et surtout, bien sûr, afin de ne pas laisser de calcul résiduel, et donc il sera cause par la suite d'apparition d'autres complications, comme vous le savez mieux que moi. Et donc, pour ce topo, nous allons suivre un peu le plan suivant, en insistant essentiellement sur les bases anatomiques, qui vont vraiment expliquer comment lire ce cholangiogramme et avoir quelques objectifs ainsi que quelques principes, et il y a un seul de lecture, et puis voir peut-être quelques cas pour les pièges et les difficultés. Alors, anatomie, pourquoi ? Parce que seuls 60% des patients ont une anatomie modale, et malheureusement, on va le dire, il y a des variations, et ces variations qu'il faudra essayer de reconnaître, et notamment reconnaître en paire cholangiogramme pour pouvoir interpréter ce cholangiogramme. Et donc, si on reprend à peu près ces bases anatomiques, vous connaissez très bien ce schéma, donc qui rappelle qu'il y a une voie biliaire accessoire et qu'il y a une voie biliaire principale, que cette voie biliaire accessoire est donc la continuité de la vésicule, c'est le canal cystique qui va se jeter sur le bord droit de la voie biliaire principale et qui sera donc en rapport avec le pédicule hépatique, et puis qui sera risque de lésion lorsqu'on réalise, et on connaît très bien le geste, une cholécystectomie laparoscopique où il faudra disséquer donc le triangle de Callot où passe l'artère cystique afin de reconnaître les éléments avant bien sûr de réaliser et de clipper la vésicule ou clipper le canal cystique et clipper l'artère pour réaliser la cholécystectomie. Et puis, il y a la voie biliaire principale. Donc la voie biliaire principale, très schématiquement, elle est divisée en deux régions, bien sûr. Les voies biliaires extra-hépatiques et les voies biliaires extra-hépatiques et la voie biliaire intra-hépatique. Et schématiquement, la voie biliaire, comme on voit ici, extra-hépatique, peut être subdivisée en quatre portions. La portion hilaire, la portion pédiculaire, qui va donc recevoir le canal cystique, et puis la portion intrapancréatique. C'est assez simple, alors que en haut, c'est relativement plus compliqué, et on avait vu ça tout à l'heure avec l'anatomie qu'a présenté professeur Staff lors de sa communication tout à l'heure. Comment ça se passe ? Donc, on rappelle que l'anatomie intrahépatique gauche est relativement simple, puisque les canaux biliaires gauche, donc on a le segment 2, segment 3 et le segment 4, qui vont donc se drainer vers le canal biliaire, qui va rejoindre au niveau de la convergence le canal biliaire droit pour former la voie biliaire principale. Alors que, comme on le voit ici, à droite, c'est un peu plus complexe. On a les segments 8, 7, 6 et 5 dans cet ordre, comme on le voit, mais on sait très bien qu'il y a un secteur antérieur et un secteur postérieur. Le secteur antérieur est formé donc par le segment 8 et le segment 5. Ces deux segments vont donc drainer par leurs canaux et rejoindre le secteur postérieur, qui est lui formé par le segment 7 et le segment 6, formant une petite, donc on va dire un canal qui est assez court et qui va donc former au niveau de la convergence la voie biliaire extra-hépatique. Alors vous voyez que finalement, à droite, c'est quand même plus délicat. Et que sur ce schéma, on comprend bien que finalement, qu'est-ce qui pourrait être stable et ce qu'il faudra retenir dans un cholangiogramme, c'est qu'il faudrait avoir 8 canaux. C'est le plus important.
Et quelle que soit leur prédisposition, il faudrait savoir retrouver cette disposition de 8 canaux qui, seule leur terminaison est stable, ou plutôt leur origine est stable. Et on va voir qu'il y a une anatomie modale qui, elle, est formée, donc, comme on le voit ici, par une bifurcation, un canal gauche et un canal droit qui est assez court, recevant donc celui du secteur antérieur et celui du secteur postérieur. Et cette anatomie modale n'existe que dans 60% des cas. Vient alors la notion des variations anatomiques. Et c'est très simple, même si on trouve qu'il y a beaucoup peut-être de variations, mais le principe est très simple. Le principe, c'est la notion de glissement, c'est-à-dire le déplacement de cet éperon, comme on le voit ici, qui lui forme une bifurcation, et ce déplacement, qu'il soit au niveau segmentaire ou sectoriel, c'est le même principe, c'est la notion donc de glissement. Rappelons-le, donc 60% des malades vont avoir une anatomie, ou plutôt de la population, ce n'est pas forcément que les malades, donc 60% de la population a une anatomie modale, donc une bifurcation, mais on peut avoir un glissement et donc ce déplacement de l'éperon au niveau du canal droit et donc une trifurcation, un segment antérieur et postérieur et un canal gauche et donc une convergence qu'on appelle trifurquée dans 12% des cas. Deuxième notion de variation anatomique aussi fréquente, c'est donc le déplacement encore une fois de l'éperon et qui va donc montrer un déplacement au niveau d'un des secteurs droits, qu'il soit antérieur ou postérieur, formant ce qu'on appelle une convergence étagée et donc qui pourrait par la suite, lors de la réalisation d'une cholécystectomie, nous faire passer un des secteurs pour un canal cystique et réaliser une plaie biliaire, d'où l'importance toujours, avant de réaliser une cholécystectomie, de bien disséquer, de bien comprendre et de bien analyser l'anatomie du triangle de Callot avant de sectionner, que ce soit le canal cystique ou l'artère cystique. Puis, par la suite, on pourrait avoir, mais c'est beaucoup plus rare, une convergence encore plus étagée, ou éventuellement, on aura donc la naissance du secteur postérieur qui peut venir donc du canal gauche. Et cette problématique pose essentiellement la problématique d'une résection hépatique quand on réalise une hépatectomie gauche et où on serait donc en train de dévasculariser plutôt le secteur postérieur après avoir pensé qu'on a lié une branche ou plutôt le canal gauche. Très très rarement et heureusement, on peut avoir ce qu'on appellerait des bizarreries, c'est-à-dire plusieurs éperons qui ont changé de place avec un drainage assez aberrant. Et dans ce cas de figure, il faudrait toujours savoir, et d'où l'intérêt d'interpréter un cholangiogramme et savoir reconnaître les différents canaux avant de réaliser une cholécystectomie. Alors, quel serait l'objectif de faire un cholangiogramme ? Pour la voie biliaire extra-hépatique, c'est bien sûr de retrouver un bon passage duodénal, ce qui va nous permettre de retrouver ou non donc une sténose ou une anomalie, ou alors voir une fuite, c'est-à-dire une extravasation du produit de contraste, ou alors une lacune qui sera donc le terrain d'un calcul qui pourrait être laissé en place. En haut, c'est toujours les mêmes éléments, c'est-à-dire un calcul, une fuite, une sténose, mais d'une façon un peu plus délicate, puisque finalement l'interprétation sera plus difficile. Il faudra rechercher un manque, c'est-à-dire il faudra rechercher une extinction d'un certain nombre de canaux pour pouvoir deviner éventuellement qu'il y ait une amputation d'un des canaux et donc une éventuelle soit sténose, fuite ou calcul. Et donc, pour arriver au seul principe de lecture sur lequel je voudrais insister, c'est que finalement, comme vous le voyez ici, seules les portions proximales, puisque finalement c'est la naissance des canaux segmentaires qui sont fixes. Les autres trajets, ce sont des trajets qui peuvent différer, comme nous avons vu, avec les variations anatomiques. Et donc, l'objectif de votre cholangiogramme sera de calculer et de dénombrer 8 canaux. Avec bien sûr des fois des canaux qui vont vers le segment 1, où ce sera difficile, mais en tout cas, retrouver dans cet ordre 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, comme ça. En dehors de cela, retrouver les anomalies sera relativement délicat et demande un peu de temps pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas d'amputation au niveau des voies biliaires intrahépatiques.
Alors on prend l'exemple ici donc d'un cholangiogramme donc qui est réalisé, qui est assez simple. Et pour l'interpréter, je vous demande donc de se rappeler de ce schéma qui va donc nous aider à retrouver les portions distales et donc les portions fixes en allant segments 2, 3 et 4 et on ira ici segments 5, 6, 7 et 8. Et vous voyez, c'est ces canalicules qui vont nous guider pour comprendre où est le secteur antérieur qui est là et où est le secteur postérieur qui est là. Et puis là, le canal gauche qui reçoit donc le segment 2, 3 et 4 pour se jeter au niveau donc de la voie biliaire principale. Et on voit ici la canule de l'opacification. Alors, quels pourraient être les pièges ou on peut dire les difficultés? Je vais te demander d'accélérer un peu. Ok, j'en ai pour 3 slides. Donc, pièges ou difficultés, c'est tout d'abord de savoir réaliser, il faut savoir faire une cholangiographie péropératoire et il faut qu'elle soit interprétable et il faut bien sûr s'assurer de la qualité, appeler quelqu'un qui sait faire. Et puis là encore une fois, on peut en réalisant ici tout ce qui est vert, c'est ce qui est opacifié comme vous le voyez, on pourrait réaliser une opacification et on trouve qu'il y a une interruption totale. Premier geste à faire, c'est de refaire une position en train des Limbourg, masser un petit peu la voie biliaire puisque de temps en temps il y a un passage très rapide au niveau de la voie biliaire distale et un passage intrapancréatique. Et puis bien sûr avoir la hantise d'une section de la voie biliaire principale au niveau de la convergence, un risque très fréquent avec la cholécystectomie. Si on prend par exemple ce cholangiogramme-là, on voit très bien que peut-être il y a une image de lacune ici, puis il y a une opacification du canal gauche, mais à droite on voit rien, et donc c'est typiquement le risque d'avoir sectionné et d'avoir pris la vésicule biliaire, le canal cystique pour plutôt la branche droite pour le canal cystique, et donc malheureusement c'est une plaie qui est assez grave. Là encore une fois, par les différents glissements, on voit très bien qu'il y a un risque ici en faisant une cholécystectomie de couper d'une façon donc inadaptée une des branches sectorielles et se retrouver à la fin de la cholécystectomie avec une vésicule. Donc il faut toujours analyser, toujours savoir analyser après une cholécystectomie votre pièce pour permettre donc de retrouver les différents canaux. Et puis là encore une fois une situation qui est délicate et malheureusement une situation qui peut se survenir et si elle survient, elle est très délicate, c'est le drainage dans la vésicule biliaire comme on le voit et malheureusement c'est une situation difficile. Pour arriver à la dernière situation, c'est quand on est devant une fuite biliaire et être optimiste, dire que c'est peut-être un canal de Louchka ne nous fait pas oublier qu'il faudra faire une cholangiographie pour ne pas passer à côté d'un canal aberrant. À retenir, dernière slide, bien lire un cholangiogramme. C'est une compétence de chirurgie biliaire, il faut prendre le temps de l'analyser et puis par la suite, il faudrait savoir ne pas méconnaître les anomalies anatomiques devant tout doute péropératoire. Je vous remercie. Merci.